Bonjour, je suis Wanda Luengo, professeure d'informatique à Sorbonne Université et je suis dans le laboratoire LIPSIS, équipe MOCA. Aujourd'hui, on va continuer à parler du modèle de l'apprenant. En particulier, on va s'intéresser aux différentes approches de conception, la conception du modèle de l'apprenant. Donc pour cela, il faut savoir qu'il y a trois grandes familles, donc trois approches. Il y a ce qu'on appelle la modélisation symbolique, la modélisation numérique et la modélisation mixte. Donc dans cette vidéo, on va travailler sur la modélisation symbolique. La modélisation symbolique implique un travail dans lequel on va beaucoup interagir avec l'expert pour éliciter les connaissances et les décrire de façon symbolique. Ça veut dire qu'on va utiliser des moyens logiques, des ontologies, des règles, peut-être des graphes, mais ces connaissances vont être décrites de façon symbolique et puis après le système fera du raisonnement sur cet ensemble de connaissances qui ont été décrites. Donc là, aujourd'hui, je vais m'intéresser à deux modèles qui sont les modèles les plus connus dans la littérature. Donc, c'est les modèles tracing et constraint-based modeling. Et si vous voulez aller plus loin, il y a l'article qui compare ces deux approches et qui a été publié dans la conférence User Modeling en 2003. Donc, il faut savoir que les deux approches s'appuient sur des théories psychologique. La première, modèle tracing, s'appuie sur la théorie de la cognition ACTR, proposée par Anderson et qui a évolué depuis, mais donc modèle tracing était démarré à peu près à la même époque. Et dans ACTR, ce qui est important, c'est la différenciation entre les mémoires et aussi les connaissances déclaratives et les connaissances procédurales. Dans les cas des modèles tracing, on s'intéresse surtout à décrire les connaissances procédurales. Et ça veut dire qu'on va décrire un ensemble des procédures sous forme de règles de production et il aura un raisonnement qui va parcourir ces règles-là et qui va essayer de mettre en place des reconnaissances à partir de ce qui a fait l'apprenant et des règles qui ont été décrites. Nous allons voir un exemple précis un peu plus loin. Donc ça, c'est modèle tracing. L'autre approche que je vous propose ici, qui est encore une approche de modélisation symbolique, est CBM, Constraint-Based Modeling, qui s'appuie sur une autre théorie sur l'apprentissage proposée par le psychologue Olson. Et cette théorie s'intéresse surtout à l'apprentissage à partir d'erreurs, avec l'hypothèse que de toute façon, quand on a les connaissances, on fait des erreurs. Et ce qui implique que les connaissances procédurales n'ont pas encore été bien intégrées du point de vue des connaissances déclaratives. Donc, quand ce modèle a été proposé par Mitrovic, le modèle Constraint-Based Model a utilisé cette théorie et donc il propose de décrire ces connaissances sous forme de contraintes. Et donc là, on n'aura pas des règles, mais on aura un ensemble de contraintes dont je vais montrer un exemple un peu plus tard. Mais surtout, on va raisonner sur la satisfaisabilité de cette contrainte-là. Donc on va vérifier si les contraintes ont été respectées ou pas, qui n'est pas du tout la même démarche que vérifier l'ensemble des règles, comme celle des modèles tracing, et de déduire quelles sont les règles qui ont été utilisées à partir des productions d'apprenants. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller dans les détails de ces 12 exemples, en sachant que ces 12 exemples, il y a beaucoup d'autres modélisations symboliques. Et dans les années 2000, on a commencé à utiliser beaucoup les ontologies, on peut utiliser des graphes. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ces représentations et dans ces modélisations, puisque j'ai choisi les deux modèles les plus connus dans la littérature. Donc, si nous allons du côté en détail de qu'est-ce qu'on va représenter du point de vue informatique. Quand on est dans le modèle tracing, on va demander à celui qui va éliciter les connaissances, donc à les décrire, de discuter avec l'expert ou c'est l'expert lui-même qui sait écrire ces formes de règles et il va falloir expliciter toutes les règles qui vont permettre de décrire les connaissances procédurales dont on a besoin pour résoudre un problème. Et ce qui est important, c'est que c'est pour résoudre un problème de façon correcte ou incorrecte. Donc on aura toutes les étapes qui me permettent de résoudre un problème dans des étapes qui peuvent être incorrectes et que les règles vont être identifiées en tant que telles.
Du côté des constraints base, on n'a pas besoin de décrire toutes les règles qui vont permettre de résoudre le problème, donc la procédure, mais on va décrire plutôt des ensembles de contraintes sous forme de couple CR-CS. CR va être donc la condition de pertinence ou d'applicabilité de la règle. Donc, si je suis dans cette situation, dans cette condition, alors je vérifie que une condition soit satisfaite, et ce qu'on appelle la condition à satisfaire. Donc, on va avoir à chaque fois des couples CR-CS. On n'a pas toutes les étapes de résolution. On va décider celle qui nous intéresse pour justement observer une erreur, pour observer un comportement particulier par rapport à cette expertise qu'on a envie d'expertise sur les modèles de l'apprenant, qu'on a envie d'observer, de diagnostiquer. Donc, ici, on aura un ensemble de contraintes, on n'est pas obligé d'écrire toute la procédure, mais par contre, ces contraintes vont être traitées sous la forme si la condition qui est attendue, donc la condition de pertinence est valide, alors je vérifie que la solution de l'apprenant correspond à celle qui à CS, donc la condition de satisfaction. Nous allons aller dans un exemple concret pour comprendre bien la différence. L'exemple concret est dans la géométrie. Et ces deux modélisations, donc, à vrai dire, donc, Constraint-Based Model, ses premières propositions étaient plus sur l'apprentissage des bases de données, des SQL, et Model Tracing a beaucoup travaillé en mathématiques dans les années 80-90. Là, c'est un exemple dans cet article, les mêmes articles, qui prend les mêmes problèmes et qui va les représenter soit sous forme de Model Tracing, soit sur le Constraint-Based Modeling. Donc, les problèmes sont les suivants. On va proposer à l'élève de donner l'angle C en sachant qu'on connaît l'angle A et que c'est un triangle isocèle. D'accord? Donc, ça, c'est les problèmes donnés à l'apprenant. L'apprenant va proposer plusieurs étapes, plusieurs solutions. Et en arrière, la modélisation qui essaie de suivre ce qu'a fait l'élève va être composée de plusieurs règles. Donc là, c'est dans le cas des model tracing, on doit donner toutes les règles de toutes les étapes. Voyons voir la première règle. La première règle, donc j'ai gardé l'article en original en anglais. Vous pouvez, c'est la page 314 de l'article. Je vais par contre donc vous les lire et les traduire en français. La première règle va être si l'objectif est de calculer un angle dans un triangle isocèle ABC et AC est égal à AB et l'angle A est connu, alors l'angle B est égal à l'angle A. Donc ça, c'est une première règle, c'est une règle correcte. Et donc l'apprenant, s'il donne la valeur de l'angle B, qui est celui-ci, et qu'on connaît l'angle A, donc si l'élève dit, par exemple, l'angle B est égal à 65, alors on saura qu'il a utilisé cette règle-là. Par contre, si l'apprenant fait un raisonnement erroné, donc c'est la règle qui est celle qui est en bas, dans laquelle on dit si l'objectif est de trouver un angle dans un triangle isocèle type ABC, et l'angle A et B sont la partie bas du triangle, alors si l'angle A est connu, alors l'angle C est égal à l'angle A. Chose qui est incorrecte parce qu'en fait, les angles qui sont égaux, c'est A et B et pas A et C. Mais c'est une erreur typique des apprenants selon la position du triangle. Dans cette règle, l'apprenant peut dire que C est égal à 65 et on saura reconnaître qu'il a appliqué cette règle, dont les moteurs saura identifier la règle et dire « Ah, il a utilisé telle règle » et il sait que cette règle est erronée parce qu'elle va être qualifiée comme une règle erronée. Et puis, il va proposer probablement un feedback en disant voilà, et ce n'est pas parce que la partie basse du triangle c'est les mêmes, et les parties basses du triangle sont couchées que les angles sont les mêmes. Ou autre type de feedback en donnant la solution. Donc ça dépend du système et comment il a été programmé. Donc là, c'est la première étape, mais il faut savoir que dans les cas des model tracing, il faut décrire toutes les étapes. Donc, imaginons que l'apprenant a fait une réponse correcte ou incorrecte dans la première étape dans laquelle il donne l'angle B. Et puis après, la deuxième étape, donc, c'est savoir donner la valeur de l'angle C qui est l'angle cherché. Dans ces cas-là, donc, il va donner une valeur qu'on va comparer avec la règle, qui est la deuxième règle, qui est une règle correcte, qui dit si l'objectif est de trouver un angle dans un triangle ABC
et les triangles A et B sont connus, alors C est égal à 180 moins ça, moins B. Donc, on va comparer ce qui fait le prénom avec ça et on va voir s'il a appliqué cette règle qui est une règle correcte. J'explique cela parce qu'il faut savoir donc, du coup, que dans Model Tracing, il faut décrire toutes les étapes des résolutions, même s'il y a une qui paraît évidente ou pas. Donc là, c'est une des spécificités du modèle. Donc on doit décrire toutes les étapes des résolutions, dont certaines peuvent être incorrectes. Passons maintenant à comment modéliser les mêmes problèmes dans les cas des constraintes baisse. Donc on a les mêmes problèmes. On a un triangle isocèle, on demande à l'apprenant de dire quel est l'angle C en sachant que l'angle A est de 65. Donc là, c'est exactement le même problème. Mais vous allez voir donc, que la description experte pour comprendre les stratégies de l'apprenant n'est pas décrite de la même façon. Déjà, on n'est pas obligé de décrire toutes les étapes des résolutions. L'expert, en discussion donc, avec celui qui va écrire les règles, s'il ne connaît pas cette modélisation informatique, va décider quels sont les moments observables qu'il veut comprendre de cet apprenant, avec l'idée que si j'ai tel état et l'élève a répondu, il doit correspondre à cette solution qui est vraie. Donc c'est les CR, CS. Donc, à chaque fois, il a un ensemble de contraintes. Et l'idée, c'est que quand il a une contrainte qui n'a pas été respectée, alors il a sûrement une erreur. Par contre, on ne sait pas quelle est l'erreur, mais on dit qu'il a une erreur. Donc, par exemple, ici, premier couple CRCS, c'est si la base d'un angle est un triangle isocèle qui est connu, donc θ1, et que l'étudiant, donc là on met l'étudiant, que l'étudiant a calculé la taille de l'autre angle θB, alors il a dû répondre que θ2 est égal à θ1. Il a dû répondre. Donc ça veut dire que si l'élève donne une autre réponse, on va allumer d'une certaine façon cette couple de contraintes et on va dire là, cette règle n'a pas été respectée. Et ça va être θ, donc ça va être considéré comme une erreur. Donc il a comme un ensemble de contraintes. Je vous ai lu la première, on peut lire la troisième qui est sur comment calculer les angles à partir des 12 angles et comment calculer les derniers angles à partir des autres 12 angles connus. La dernière contrainte, donc c'est si 12 angles, donc c'est celle-ci, pardon, voilà, si 12 angles d'un triangle sont connus, θ1 et θ2, et que l'étudiant a calculé la taille du troisième angle, alors il doit répondre 180 moins θ1 moins θ2. Donc vous voyez que celle-ci, ça ressemble quand même pas mal à celle qui était décrite avant, mais on n'est pas obligé de la suivre en fait. On peut décider que cette contrainte, on ne la décrit pas parce que ça ne nous intéresse pas. On suppose que l'étudiant a ses connaissances et on n'a pas envie de suivre ça. Donc on n'est pas obligé de décrire toutes les contraintes. On peut choisir certaines ou simplement on n'a pas passé suffisamment de temps avec l'expert et on choisit celle qu'il nous a donnée. Donc les principes par contre, c'est qu'on n'a pas comme tout à l'heure des règles erronées. C'est si un couple n'a pas été respecté, au sens si CS n'est pas celui qui est attendu dans les contextes décrits par CR, alors il a une erreur. Mais on ne saura pas dire quelle est l'erreur. On peut supposer que justement, soit il n'a pas compris qu'il a une égalité ou il a mal fait la soustraction, mais on n'a pas la règle qui décrit ça. Donc, dans les deux cas, vous voyez qu'on passe donc, du temps à demander à l'expert, un enseignant ou quelqu'un donc expert dans les domaines, de nous décrire les ensembles des connaissances d'une certaine façon, soit sous forme de règles, soit sous forme de contraintes. Et le système va s'appuyer sur cet ensemble de modélisations symboliques pour raisonner. Donc les raisonnements dans un ne sera pas les mêmes que dans l'autre. Dans les premiers, les raisonnements est déductif, on applique une règle, si elle est vraie, on continue, on descend, on descend. Dans l'autre, c'est plutôt un raisonnement de satisfaisabilité, donc vérifier si les contraintes sont satisfaites ou pas. Donc les moteurs, les résonneurs vont fonctionner différemment. Et donc ce moteur, ces résonneurs, c'est ce qu'il va faire du diagnostic à partir de ce qu'a fait l'élève et repérer quelles sont les contraintes qui ont été utilisées ou pas, ou quelles sont les règles qui ont été utilisées ou pas. Donc dans les deux cas,
Et dans cet article, justement, ils font une comparaison dans laquelle ils disent que model tracing va être un bon choix quand on connaît très bien les stratégies de résolution, si elles ont été bien définies et dans les cas où on vous donnait une rétroaction précise et compréhensible à l'apprenant et cette rétroaction soit immédiate. C'est-à-dire si la règle, on la reconnaît, règle correcte ou incorrecte, on pourra tout de suite dire à cette règle-là qu'on a identifiée, voilà les feedbacks. Donc, en sachant que ça demande un temps, donc des descriptions de toutes ces règles, mais si on les connaît très bien, c'est un bon choix. Dans les cas où on n'a pas les temps, où on ne connaît pas toutes les étapes des résolutions et elles sont difficiles à décrire par un expert. Donc, c'est dans ces cas-là où Constraint-Based se positionne. Donc, il offre une alternative qui est réalisable lorsque de telles stratégies de résolution ne sont pas disponibles, ne sont pas les plus appropriées à suivre, ou les logiciels ne me permettent pas d'avoir ces traces de ces apprenants-là, de ces productions, ou finalement, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler avec cet expert, ou on n'a pas suffisamment de ressources, ressources par exemple des interfaces ou dans la base de connaissances, pour les décrire. Donc dans ces cas-là, c'est Constraint-Based qui est intéressant parce que même avec un petit peu de contraintes, on peut très rapidement suivre quelques erreurs, quelques stratégies, alors que dans le model tracing, il faut décrire tout l'ensemble. Donc dans tous les cas, les deux modèles sont des modèles qu'on appelle des modèles symboliques, c'est-à-dire qu'on doit décrire de façon symbolique les connaissances qui vont être utilisées pour comprendre ce qui fait l'apprenant quand il est en train de résoudre un problème ou de raisonner. Cette approche de conception symbolique a les bons côtés qu'elle est explicable, c'est-à-dire là je vous ai montré les règles et en passant un petit peu de temps on peut les comprendre, donc ça c'est un point qui est positif parce qu'on peut expliquer comment les modèles informatiques résonnent, comment les connaissances sont dans cette base de connaissances. Donc ça c'est une approche qui est intéressante quand on a ces connaissances parce qu'on peut l'expliquer. Les points les plus négatifs, c'est les temps passés pour expliciter ces connaissances. En effet, là, je vous ai montré un problème en géométrie, même si ça sert à une famille, de tous les triangles isocèles quand on calcule, mais vous imaginez le temps qu'il faut passer pour décrire toutes ces connaissances dans chaque problème par apprenant. D'ailleurs, donc, les gens des Carnegie et Mellon qui utilisent donc, Model Tracing proposent des outils auteurs pour essayer de réduire ces temps de conception. N'empêche, ça demande beaucoup de temps. Il est un peu moins vrai pour les cas des Constraint-Based, mais de toute façon, on doit passer par cette étape d'élicitation des connaissances, dont les ingénieurs des connaissances, par exemple, savent bien faire, mais ça prend du temps. Un autre point, c'est la dimension prise en compte de l'erreur. On voit que dans les cas donc, des knowledge tracing, des model tracing, les modèles tracing demandent de décrire ces règles erronées. Donc si on les connaît, c'est très bien, et c'est ce qui permet de les identifier. Dans les cas des Constraint-Based, c'est plus difficile si l'erreur est faite, de comment identifier quelle était vraiment l'erreur, et donc en conséquence, quelle bonne rétroaction donner en fonction de cette erreur-là. Donc ça va être un point négatif selon comment il va être pris en compte dans les différentes modélisations. Enfin, et c'est quelque chose qui est apparu après, c'est ce qu'on appelle des domaines mal définis, des domaines où on n'a pas toutes les connaissances, on a du mal à les expliciter. Ce type d'approche ne se prête pas parce que l'expert ne sait pas expliquer les connaissances. Ça arrive souvent, par exemple, quand c'est du perceptif au gestuel, quand on apprend à faire du ski, quand on apprend donc, un geste, c'est très difficile pour un expert de donner ces connaissances qu'il utilise, ou même celles de l'apprenant, pour les solliciter, pour pouvoir les décrire sous forme symbolique. Donc, dans ces cas-là, ce type d'approche se prête un peu moins bien. Mais je vous invite à voir la prochaine capsule, justement, qui explique d'autres approches pour résoudre ce type de problème. Merci et à bientôt.